Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. La violence des mots, l'appel à la haine sur Internet ont-ils guidé le geste d'Abdullah Anzorov le 16 octobre 2020 quand cet islamiste tchétchène a décapité Samuel Paty en pleine rue? C'est à cette question que la justice devra à nouveau répondre à partir d'aujourd'hui. 4 accusés condamnés en première instance pour avoir mené en ligne une campagne de harcèlement contre l'enseignant, lancé une fatwa contre lui ou aider le terroriste de près ou de loin vont être rejugés. Jean-Baptiste Marty, qui sont-ils exactement ? Il y a d'abord les 2 hommes à l'origine de la campagne de harcèlement en ligne. Brahim Chnina, le père de la collégienne qui a accusé Samuel Paty d'avoir critiqué Mahomet en cours. Et puis Abdelhakim Sefrioui, prédicateur islamiste, auteur de vidéos publiées sur Internet mettant une cible dans le dos du professeur. Ils avaient été condamnés à 13 et 15 ans de prison en première instance. Pour maître Francis Spinner, avocat du fils de Samuel Paty, les 2 hommes savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. Vous ne pouvez pas, dans le contexte actuel, il y a eu Charlie Hebdo, il y a eu toute une série d'attentats, dire qu'on ne pouvait pas imaginer les conséquences d'une telle campagne haineuse contre Samuel Paty, ça n'est pas sérieux. Les 2 autres accusés rejugés sont 2 amis d'enfance du terroriste islamiste, les 2 condamnés à 16 ans de prison en première instance. Pour maître Francis Spinner, pas l'ombre d'un doute, ils ont accompagné Abdullah Anzorov dans son projet criminel. Ils sont restés des heures dans une voiture à tourner les envives avant d'acheter des couteaux. L'un l'a amené sur les lieux, et puis surtout, tout le monde sait que l'assassin ne parlait que de ça, et il est difficile d'imaginer qu'il ne l'en ait jamais parlé. Satisfaite des peines prononcées en première instance, la famille de Samuel Paty espère que la justice condamnera de nouveau l'ensemble des accusés. Jean-Baptiste Marty notait que les 4 accusés encourent entre 30 ans de prison et la réclusion criminelle à perpétuité. Le procès doit durer 1 mois, verdict prévu le 27 février et attendu par le comité de soutien à Samuel Paty. Oui, plus de 5 ans après son assassinat, il réclame l'entrée du professeur d'histoire-géographie au Panthéon parmi les grands hommes et femmes à qui la patrie est reconnaissante. Un symbole fort, notamment pour les enseignants traumatisés par cet attentat, comme en témoigne maître Virginie Leroy, avocate des parents et de la sœur de Samuel Paty. Elle était l'invitée d'Europe 1 matin à 7h10. Moi, je le pense parce que j'en ai entendu des professeurs, j'en ai vu des professeurs. Et cet assassinat, il a quand même marqué une grosse rupture. Les professeurs ont peur, on a eu des témoignages, et je pense qu'on en aura aussi en appel absolument sidérant de la peur manifestée par les professeurs. Les professeurs s'autocensurent. Et je pense que le premier courage, puisqu'on parle du Panthéon, et je pense que c'est ça aussi le symbole, le premier courage des professeurs aujourd'hui, c'est de ne pas s'autocensurer. Et c'est vraiment... de montrer des dessins, même si c'est choquant, de faire réfléchir, d'ouvrir la pensée, d'ouvrir sur le monde, de débattre. Je suis d'accord, je suis pas d'accord, mais avec des arguments et non pas avec des armes. C'est ça, en fait. Et c'est ce qu'a fait Samuel Paty. Maître Virginie Leroy, interview complète à retrouver sur le site et l'appli Europe 1. Autre procès qui s'ouvre aujourd'hui, celui de l'ex-sénateur Joël Guerriau. Accusé d'avoir drogué son amie de longue date, la députée Sandrine Josso, le 14 novembre 2023, avec de l'ecstasy pour tenter de la violer. Joël Guerriau jure qu'il n'avait aucune mauvaise intention et assure réserver ses explications au tribunal. Et puis à Nice, une femme de 90 ans violée dans la nuit de jeudi à vendredi dernier. Son agresseur présumé, un Tunisien sous OQTF qui squattait l'appartement voisin, a été mis en examen, placé en détention provisoire hier. Il était alcoolisé, positif au cannabis et à la cocaïne lors de son interpellation. La drogue, fléau contre lequel le gouvernement va renforcer son arsenal. C'est ce qu'avait promis Emmanuel Macron en décembre dernier devant les lecteurs du journal La Provence à Marseille, souvenez-vous. J'en ai ras-le-bol d'avoir des jeunes qu'on pleure et dans des quartiers d'avoir d'autres gens qui considèrent que c'est festif d'aller acheter de la drogue. On va le passer à 500 € l'amende. Qu'il faut taper au portefeuille ceux qu'on attrape avec de la drogue. 500 € d'amende pour les consommateurs au lieu de 200, avec la possibilité de les priver de permis de conduire. Mesure confirmée ce matin dans Le Parisien, aujourd'hui en France, par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, car la drogue, et notamment la cocaïne, inonde la France et n'épargne aucune région. Illustration à Pfastatt, dans le Haut-Rhin. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Mélina Fachin. C'est une addiction qui est terrifiante. Elisa a 40 ans et 15 ans de cocaïne et de crack à son actif. C'est son travail dans la restauration qui l'a fait plonger dans la drogue. Avec des horaires très compliqués de nuit, des cadences difficiles, beaucoup de travail. La cocaïne aidait, quoi. Et moi, je suis tombé dedans à une vitesse de dingue. Est-ce que c'est facile de s'en procurer ? Extrêmement. Parce que les prix ont baissé, il y a des dealers partout. Quand je me balade dans ma ville, j'ai du mal à trouver une rue sans un dealer. Sevrée depuis 3 mois, Elisa est suivie par le docteur Anna Haid, chef du
pôle d'addictologie à l'hôpital de Pfastatt. Il confirme, la consommation de cocaïne a explosé ces dernières années. En 2013, j'avais un patient de temps en temps, une fois par mois. Aujourd'hui, il y a au moins une dizaine par mois. Et le profil des consommateurs a changé. La cocaïne n'est plus seulement la drogue du cadre supérieur en soirée. C'est pas le col blanc, c'est le col bleu. Tout ce qui est BTP, dans le milieu de transport, c'est le travail de tous les jours où on recherche une performance, un meilleur rendement et tenir. Et alors qu'il y a une dizaine d'années, la cocaïne se trouvait surtout dans les villes, aujourd'hui on peut s'en procurer partout, même au fin fond des campagnes, assure le médecin. Pfastatt, Mélina Fachin, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 8h06. La ministre de la Santé Stéphanie Rist, réélue hier dans la première circonscription du Loiret. Oui, élection législative partielle remportée à plus de 62% des suffrages qui permet à la ministre de sauver sa place au gouvernement. Mais pour combien de temps? Les élections municipales approchent les 15 et 22 mars prochains avec plusieurs membres candidats. Le Premier ministre, membres du gouvernement qui sont candidats, le Premier ministre envisage déjà un remaniement, Jacques Serret. Oui, ce n'est plus un simple bruit de couloir. À Matignon, l'idée d'un ajustement gouvernemental est désormais clairement posée dans l'hypothèse de l'adoption du budget la semaine prochaine. Après 5 mois d'instabilité, Sébastien Lecornu veut tourner la page et désormais anticiper la prochaine échéance électorale, les élections municipales des 15 et 22 mars, car plusieurs ministres de son gouvernement veulent se faire élire ou réélire maire. Rachida Dati d'abord, la ministre de la Culture est candidate à la mairie de Paris et elle a déjà fait savoir qu'elle quitterait le gouvernement avant le scrutin pour se consacrer à sa campagne. Marina Ferrari, au sport, est candidate à Aix-les-Bains et Michel Fournier, ministre délégué à la ruralité, se présente dans son village des Vosges. Derrière cet ajustement en préparation, un message politique montrait que l'exécutif ne veut pas subir ce scrutin et qu'il est pleinement mobilisé. L'occasion, espère un conseiller, de redonner du souffle à un gouvernement censé ensuite aller au bout de la présidence Macron. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. En Iran, la sécurité nationale promet un retour des connexions Internet aujourd'hui. Le pays est coupé du monde depuis des jours, massacrant à huis clos ceux qui ont participé au mouvement de contestation débuté fin 2025. Certaines sources évoquent jusqu'à 20 000 morts, une répression sanglante et une population abasourdie. Pour Europe 1, Caroline Baudry a pu recueillir le témoignage exceptionnel d'un habitant de Téhéran. C'est via un VPN, un réseau privé, que cet Iranien parvient à envoyer quelques notes vocales de Téhéran, où chaque habitant est touché, au moins indirectement, par la répression. Nous l'appellerons Pouya. Sa voix a été modifiée pour sa sécurité. Quand vous parlez avec quelqu'un dans la rue, il vous dit que oui, je connais quelqu'un, qu'il est blessé, qu'il est même mort. Chaque famille avait un membre dans la rue, des gens avec hijab, sans hijab, jeunes, âgés, enfants. Aujourd'hui, ces rues sont calmes, décrit cet habitant, quadrillé par les forces de sécurité. Malgré la peur, malgré le deuil, les manifestations pourraient reprendre selon lui. Tout est possible, même la répression ne peut éviter les gens de manifester pour obtenir une vie mieux. Les gens sont toujours pauvres, les gens ne sont pas satisfaits. La pauvreté et la perspective d'une intervention américaine rendent la situation plus volatile que jamais dans un pays où, dit-il sans la nommer, la République islamique ne peut plus durer. Caroline Baudry. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal. Dans un instant.